deuxième chapitre de l'ordre suivant lequel la nature recommande les sociétés à notre bienfaisance. Les mêmes principes qui gouvernent l'ordre suivant lequel les individus sont recommandés à notre bienfaisance gouvernent également celui suivant lequel les sociétés lui sont recommandées. Celles pour qui notre bienfaisance est, on pourrait être de la plus grande, ou pourrait être de la plus grande importance, lui sont d'abord et principalement recommandées. L'État ou souveraineté dans lequel nous sommes nés, avons été éduqués et sous la protection duquel nous continuons de vivre, est ordinairement la plus grande société sur le bonheur ou le malheur de laquelle notre bonne ou mauvaise conduite peut avoir beaucoup d'influence. C'est pourquoi elle est celle qui nous est le plus fortement recommandée par la nature. Non seulement nous-mêmes, mais aussi tous les objets de nos affections les plus tendres, nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, nos bienfaiteurs, tous ceux que nous aimons et vénérons naturellement le plus, sont communément compris dans cette société. Leur prospérité, comme leur sûreté, dépendent dans une certaine mesure de sa prospérité et de sa sûreté. La nature nous recommande donc cette société non seulement par toutes nos affections égoïstes, mais aussi par toutes nos affections bienveillantes, privées, à cause de notre lien avec elle. Sa prospérité et sa gloire semblent faire rejaillir une sorte d'honneur sur nous. Lorsque nous la comparons avec d'autres sociétés du même genre, nous sommes fiers de sa supériorité et mortifiés à un certain degré si elle semble leur être inférieure sous un quelconque aspect. Nous sommes disposés à considérer tous les personnages illustres qu'elle a produits autrefois, car l'envie peut parfois nous prévenir un peu contre ceux de notre époque, ces guerriers, ces hommes d'État, ces poètes, ces philosophes et ces hommes de lettres de tout genre, avec l'admiration la plus partiale, et à les placer quelquefois fort injustement au-dessus de ceux de toutes les autres nations. Le patriote qui sacrifie sa vie à la sûreté, ou même à la vaine gloire de cette société, paraît agir avec la plus exacte convenance. Il semble se regarder du point de vue d'où le spectateur impartial le regarde, naturellement et nécessairement, comme un parmi la multitude. Il n'est, aux yeux de ce juge équitable, pas plus important qu'un autre membre de cette multitude, et il est tenu à tout instant de se sacrifier et de se dévouer à la sûreté, au service et même à la gloire du plus grand nombre. Mais quoique ce sacrifice semble être parfaitement juste et convenable, nous savons combien il est difficile de le faire et combien peu d'hommes en sont capables. Sa conduite n'excite donc pas seulement notre entière approbation, mais aussi notre étonnement et notre admiration les plus élevés, et elle semble mériter l'applaudissement dû à la vertu la plus héroïque. Au contraire, le traître, qui s'imagine dans certains cas qu'il peut promouvoir son petit intérêt en trahissant celui de son pays natal au profit de l'ennemi, celui qui, sans égard pour le jugement de l'homme au-dedans du cœur, se préfère alors si honteusement et si bassement lui-même à tous ceux auxquels il est lié, se révèle être le plus détestable de tous les scélérats. L'amour de notre propre nation nous dispose souvent à regarder avec la jalousie et l'envie les plus malignes la prospérité et l'accroissement de toute autre nation voisine. Les nations indépendantes et voisines, puisqu'elles n'ont aucun supérieur commun, pour abriter leurs disputes, vivent toutes dans une crainte et un soupçon constant les unes envers les autres. Chaque souverain, n'attendant guère de justice de ses voisins, est disposé à les traiter avec aussi peu de justice qu'il en attend de leur part. Le respect des lois des nations ou de ces règles que les États indépendants professent ou auxquelles ils prétendent être obligés d'obéir dans leurs rapports les uns avec les autres n'est souvent guère plus qu'un pur semblant et qu'une vaine profession. Pour le plus petit intérêt, à la suite de la plus infime provocation, nous voyons tous les jours ces règles éludées ou même directement violées sans honte ni remords. Chaque nation imagine entrevoir son propre asservissement dans l'agrandissement des nations voisines et dans l'accroissement de leur pouvoir. Et l'indigne principe du préjugé national est souvent fondé sur le noble principe de l'amour de notre pays. La phrase par laquelle, dit-on, Caton l'Ancien concluait chacun de ses discours au Sénat, quel qu'en fût le sujet, c'est aussi mon opinion que Carthage doit être détruite, était l'expression naturelle du patriotisme sauvage, d'un esprit solide mais grossier, enragé presque à la folie à l'encontre d'une nation qui avait tant fait souffrir la sienne. La phrase plus humaine avec laquelle on dit que Scipion Nasica concluait tous ses discours, c'est aussi mon opinion que Carthage ne doit pas être détruite, était l'expression libérale d'un esprit plus ouvert et plus éclairé qui n'éprouvait aucune aversion pour la prospérité même d'une vieille ennemie, réduite à une situation qui ne pouvait plus représenter un danger pour homme. La France et l'Angleterre peuvent avoir chacune des raisons de redouter le développement de la force navale et militaire de l'autre, mais pour chacune d'entre elles, envier le bonheur et la prospérité intérieure de l'autre, la culture de ces terres
l'avancement de ses manufactures, le développement de son commerce, la sécurité et le nombre de ses ports, sa compétence dans tous les arts libéraux et dans toutes les sciences est sûrement en deçà de la dignité de deux nations si grandes, car ce sont là des améliorations réelles du monde dans lequel nous vivons, dont bénéficie le genre humain et par lesquelles la nature humaine se trouve ennoblie. En de telles améliorations, chaque nation devrait s'efforcer non pas seulement d'exceller elle-même, mais par amour du genre humain, de promouvoir au lieu d'y faire obstacle l'excellence de ses voisines. Ce sont là les objets convenables de l'émulation nationale, non du préjugé ou de l'envie nationaux. L'amour de notre pays semble ne pas être dérivé de l'amour du genre humain. Le premier sentiment est entièrement indépendant du second et semble même parfois nous disposer à des actes qui lui sont contraires. La France compte peut-être près de 3 fois le nombre d'habitants de la Grande-Bretagne. Dans la grande société du genre humain, la prospérité de la France devrait donc sembler un objet de bien plus grande importance que celle de la Grande-Bretagne. Pourtant, le sujet britannique, qui pour cette raison préférerait dans toutes les occasions la prospérité du premier pays à celle du second, ne serait pas considéré comme un bon citoyen. Nous n'aimons pas notre pays seulement comme une partie de la grande société du genre humain. Nous l'aimons pour lui-même, indépendamment de toute considération de cette sorte. La sagesse qui arrangea le système des affections humaines, aussi bien que celui de toutes les autres parties de la nature, semble avoir jugé que l'intérêt de la grande société du genre humain serait mieux servi en dirigeant l'attention principale de chaque individu sur la portion particulière de cette société qui appartient le plus à la sphère de ses compétences et de sa compréhension. Les haines et les préjugés nationaux s'étendent rarement au-delà des nations voisines. C'est par faiblesse et par folie peut-être que nous appelons les Français nos ennemis naturels, et ils nous considèrent de la même manière, peut-être avec la même faiblesse et la même folie. Ni eux ni nous ne montrons la moindre espèce d'envie pour la prospérité de la Chine ou du Japon. Il arrive toutefois rarement que notre bonne volonté puisse être exercée avec beaucoup d'effet sur des pays si éloignés. La bienveillance publique la plus étendue qui puisse communément être exercée avec quelque effet considérable est celle des hommes d'État qui projettent et forment des alliances avec des nations voisines ou peu éloignées afin de préserver soit ce qu'on appelle la balance des pouvoirs, soit la paix et la tranquillité générale des États qui participent au cercle de leurs négociations. Les hommes d'État qui préparent et exécutent de tels traités n'ont pourtant souvent rien d'autre en vue que l'intérêt de leurs pays respectifs. Quelquefois, il est vrai, leurs vues sont plus étendues. Lors du traité de Münster, le comte d'Avaux, plénipotentiaire de France, aurait souhaité sacrifier sa vie pour restaurer la tranquillité générale en Europe avec ce traité, selon le cardinal de Ré, un homme qui ne se montre guère crédule quant à la vertu des hommes. Le roi Guillaume semble avoir eu un réel zèle pour la liberté et l'indépendance de la plus grande partie des États souverains d'Europe. Il fut peut-être stimulé par son aversion particulière pour la France, qui à l'époque était l'État le plus menaçant pour cette liberté et cette indépendance. Une part de ce même esprit semble avoir été échue au Premier ministre de la reine Anne. Duc de Marlborough, qui dirigeait le commandement en chef de la coalition lors de la guerre de succession d'Espagne contre Louis XIV. Chaque État indépendant est divisé en nombres et différents ordres et sociétés, chacun desquels possède ses propres pouvoirs, ses privilèges et ses immunités. Chaque individu est davantage attaché à son ordre, sa société particulière, qu'à tout autre. Son propre intérêt, sa propre vanité, l'intérêt et la vanité de beaucoup de ses amis et compagnons y sont communément liés pour une bonne part. Il a l'ambition d'étendre ses privilèges et ses immunités. Il met du zèle à les défendre contre les ingérences de tout autre ordre ou société. Ce qu'on appelle la constitution d'un État dépend de la manière dont cet État se divise entre les différents ordres et sociétés qui le composent, de la distribution particulière qui a été faite de leurs pouvoirs, privilèges et immunités respectifs. La stabilité de cette constitution dépend de la capacité de chaque ordre ou société particulière à maintenir ses propres pouvoirs, privilèges et immunités contre les ingérences de tout autre ordre ou société particulière. Cette constitution particulière est nécessairement plus ou moins altérée dès lors que l'une de ces parties subordonnées s'élève ou s'abaisse par rapport à ce qui était son rang ou sa condition préalable. Tous ces différents ordres et sociétés dépendent de l'État, auquel ils doivent leur sécurité et leur protection, qu'ils sont tous subordonnés à cet État et établis seulement afin de servir sa prospérité et sa conservation, est une vérité reconnue par le plus partial de leurs membres. Toutefois, il est peut-être souvent difficile de convaincre ce dernier que la prospérité et la conservation de l'État exigent une quelconque diminution des pouvoirs, privilèges et immunités de son ordre ou de sa société particulière. Pour cette raison, quoiqu'elle puisse parfois être injuste, cette partialité peut ne pas être inutile. Elle freine l'esprit d'innovation, elle tend à préserver la balance, quelle qu'elle soit,
qui existent entre les différents ordres ou sociétés dont l'État se compose. Et quand elle semble faire obstruction à quelques modifications de gouvernement qui peuvent être à la mode et populaires à une époque, elle contribue en réalité à la stabilité et à la permanence de l'ensemble du système. Dans les cas ordinaires, l'amour de notre pays paraît comprendre en lui deux principes différents. D'abord, un certain respect, une certaine révérence pour la Constitution ou forme de gouvernement actuellement établie. Ensuite, un désir sincère de rendre la condition de nos concitoyens aussi sûre, respectable et heureuse que nous le pouvons. Il n'est pas un citoyen celui qui n'est pas disposé à respecter les lois et à obéir aux magistrats civils. Et il n'est certainement pas un bon citoyen celui qui ne souhaite pas promouvoir par tous les moyens qui sont en son pouvoir le bien-être de l'entière société de ses concitoyens. En temps de calme et de paix, ces deux principes coïncident généralement et donnent lieu à la même conduite. Le soutien du gouvernement établi semble évidemment être le meilleur moyen de préserver la situation sûre, respectable et heureuse de nos concitoyens, lorsque nous voyons que ce gouvernement les maintient effectivement dans cette situation. Mais en temps de mécontentement public, de faction et de désordre, ces deux différents principes peuvent conduire à des voies différentes. Et même un homme sage peut être disposé à considérer comme nécessaire une modification de cette constitution ou de cette forme de gouvernement qui, dans sa condition actuelle, paraît clairement incapable de maintenir la tranquillité publique. En de telles occasions, le plus grand effort de sagesse politique est toutefois souvent requis pour déterminer quand un vrai patriote doit soutenir et s'efforcer de rétablir l'autorité de l'ancien système et quand il doit laisser libre cours à l'esprit d'innovation plus audacieux mais souvent dangereux. La guerre étrangère et les factions civiles sont les deux situations qui peuvent offrir les plus splendides occasions de faire preuve d'esprit public. Le héros qui sert son pays avec succès dans une guerre étrangère satisfait les souhaits de toute la nation et il est de ce fait l'objet d'une gratitude et d'une admiration universelle. En temps de discorde civile, les chefs des partis adverses, quoiqu'ils puissent être admirés par une moitié de leurs concitoyens, sont communément exécrés par l'autre moitié. Leur rôle et le mérite de leurs services respectifs semblent communément plus douteux. La gloire acquise à la guerre est ainsi presque toujours plus pure et plus splendide que celle qui peut être acquise dans les factions civiles. Cependant, le chef du parti vainqueur, s'il possède l'autorité suffisante pour imposer à ses propres amis d'agir avec un sang-froid et une modération convenable, et souvent il ne la possède pas, peut parfois rendre à son pays un service bien plus essentiel et important que les victoires les plus grandes et les conquêtes les plus étendues. Il peut rétablir et améliorer la Constitution et, quittant le rôle très douteux et ambigu de chef de parti, assumer le plus grand et le plus noble de tous les rôles, celui du réformateur et du législateur d'un grand État. Il peut assurer par la sagesse de ses institutions la tranquillité intérieure et le bonheur de ses concitoyens pour de nombreuses et successives générations. Au milieu de la turbulence et du désordre des factions, un certain esprit de système est susceptible de se mêler à cet esprit public qui est fondé sur l'amour de l'humanité, sur une affinité réelle avec les difficultés et la détresse auxquelles certains de nos concitoyens peuvent être exposés. Cet esprit de système prend communément le contrôle de l'esprit public plus modéré, l'anime toujours et même l'enflamme souvent, jusqu'à la folie du fanatisme. Les chefs de parti, des mécontents, manquent rarement de défendre un plan plausible de réforme qui, soutiennent-ils, ne supprimera pas seulement les inconvénients et la détresse dont on se plaint dans l'immédiat, mais qui empêchera même à jamais leur retour. Ainsi, ils proposent souvent de donner une nouvelle forme à la Constitution et de modifier dans certaines de ses parties les plus essentielles ce système de gouvernement sous lequel les sujets d'un grand empire ont peut-être pu jouir de la paix, de la sécurité et même de la gloire plusieurs siècles durant. La plupart des gens de ce parti sont communément enivrés par la beauté imaginaire de ce système idéal dont ils n'ont aucune expérience, mais qui leur a été dépeint avec les couleurs les plus étincelantes que pouvait produire l'éloquence de leurs chefs. Ces chefs eux-mêmes, quoique à l'origine ils n'aient peut-être rien cherché d'autre que leur propre grandeur, finissent souvent avec le temps par être dupes de leur propre sophistique et par être aussi désireux de cette grande réforme que les plus faibles et les plus fantasques de leurs partisans, même si, comme c'est communément le cas, les chefs ont réussi à ne pas perdre la tête et à se préserver de ce fanatisme. Ils n'osent pourtant pas toujours décevoir l'attente de leurs partisans et se trouvent souvent obligés d'agir contre leurs principes et leur conscience, comme s'ils partageaient cette illusion commune. La violence du parti qui refuse tous les palliatifs, tous les apaisements, tous les accommodements raisonnables, en demande trop, finit fréquemment par ne rien obtenir. Et les difficultés et la détresse qui auraient pu être pour beaucoup dissipées et soulagées avec un peu de modération restent sans aucun espoir de remède. L'homme dont l'esprit public est entièrement mu par l'humanité et la bienveillance respectera les pouvoirs et les privilèges établis.
ceux des individus eux-mêmes, et plus encore ceux des grands ordres et sociétés dont l'État est composé. Même s'il estime que certains d'entre eux sont en partie abusifs, il se contentera de modérer ce qu'il ne peut détruire sans une grande violence. Lorsqu'il ne peut vaincre par la raison et la persuasion les préjugés enracinés, il ne tentera pas de les soumettre par la force, mais il observera religieusement ce que Cicéron appelle justement la divine maxime de Platon. Ne jamais faire violence à son pays, pas plus qu'à ses parents. Il conformera autant qu'il peut ses mesures publiques aux habitudes et aux préjugés les plus répandus chez les gens, et il remédiera autant qu'il peut aux inconvénients qui peuvent surgir de l'absence de ces règles auxquelles les gens répugnent à se soumettre. Quand il ne pourra établir le bon, il ne dédaignera pas d'améliorer le mauvais. Comme Solon, lorsqu'il ne pourra établir le meilleur système de loi, il s'efforcera d'établir le meilleur que les gens puissent supporter. Au contraire, l'homme de système est susceptible par suffisance de se trouver très sage, et il est souvent à ce point amoureux de la beauté supposée de son plan idéal de gouvernement qu'il est incapable de souffrir la moindre déviation par rapport à n'importe laquelle de ses parties. Il cherche à l'établir complètement et dans toutes ses parties, sans se soucier des grands intérêts ou des puissants préjugés qui pourraient s'y opposer. Il semble imaginer qu'il est capable de disposer des différents membres d'une grande société aussi aisément que la main dispose des différentes pièces sur un échiquier. Il ne s'aperçoit pas que les pièces sur l'échiquier n'ont d'autre principe de mouvement que celui que la main leur imprime, alors que sur le grand échiquier de la société humaine, chaque pièce a un principe de mouvement propre, entièrement différent de celui que le législateur pourrait choisir de lui imprimer. Si ces deux principes coïncident et agissent dans la même direction, le jeu de la société humaine se déroulera aisément et harmonieusement avec de grandes chances d'être heureux et réussi. S'ils sont opposés ou différents, le jeu se déroulera misérablement et la société sera toujours au plus haut point désordonnée. Une certaine idée générale et même systématique de la perfection de la police et du droit est sans doute nécessaire pour diriger les vues de l'homme d'État, mais insister pour établir d'un seul coup, en dépit de toute opposition, tout ce que cette idée peut sembler exiger est souvent le plus haut degré de l'arrogance. C'est ériger son propre jugement en critère suprême du bien et du mal. C'est imaginer être le seul homme sage et estimable de la communauté, auquel ses concitoyens doivent s'accommoder et non l'inverse. C'est ainsi que, de tous les spéculateurs politiques, les princes souverains sont les plus dangereux. Cette arrogance leur est parfaitement familière. Ils n'entretiennent aucun doute sur l'immense supériorité de leur propre jugement. Aussi juste puisse être le jugement d'un homme, Smith estime que la société forme un système trop complexe pour être compris par quiconque, d'où son plaidoyer pour le système naturel de la liberté. Quand de tels réformateurs impériaux et royaux condescendent ainsi à contempler la constitution du pays qui leur revient de gouverner, souvent rien ne leur semble plus mauvais que des obstacles qu'elles pourraient parfois opposer à l'exécution de leur propre volonté. Ils tiennent en mépris la divine maxime de Platon et considèrent l'État comme fait pour eux-mêmes, non pas eux-mêmes pour l'État. Le grand objet de leur réforme est donc d'écarter ces obstacles, de restreindre l'autorité de la noblesse, de supprimer les privilèges des villes et des provinces et de rendre les plus importantes des individus et des ordres de l'État aussi incapables de s'opposer à leurs commandements que les plus faibles et les plus insignifiants.